Chers élèves, bonjour. Voilà une nouvelle occasion qui se présente pour nous rencontrer et partager avec vous cette vidéo centrée sur les moyens de caractérisation. Au cours de cette activité de lecture et en même temps de langue intégrée, nous visons à vous amener à s'approprier les moyens de description utilisés dans un texte littéraire. Nous comptons atteindre cet objectif-là par le biais du support suivant. La grande Nanon était ainsi nommée à cause de sa taille haute de 5 pieds 8 pouces. Appartenait à Grandet depuis 35 ans. Quoiqu'elle n'eût que 60 livres de gages, elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. La grande Nanon parut gigantesque. Chaque servante, voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours, était jalouse d'elle sans penser au dur servage par lequel elle avait été acquis. Elle vint à Saumur, où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet avisa qu'on pouvait tirer profit d'une créature femelle taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de 60 ans, sur ses racines fortes des hanches, carrées du dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout, elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le rapportait sur ses épaules. Elle défendait comme un chien fidèle le bien de son maître. Enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l'aimer comme on aime un chien. C'est un extrait de l'œuvre de Balzac intitulée Eugène Grandet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, allons d'abord situer notre passage dans l'œuvre d'où il est tiré. Notre texte est tiré de Eugène Grandet, un roman réaliste de l'écrivain français Honoré de Balzac, un des grands romanciers français du XIXe siècle, né en 1799 et mort en 1850. Il est l'un des pionniers du courant réaliste. Notre roman, publié en 1833, fait partie des œuvres de l'écrivain qui sont réunies dans son ouvrage intitulé La comédie humaine.
Enchaînons maintenant avec les paramètres énonciatifs. Qui, à qui, de quoi, quand, où, comment, etc. L'énonciateur, dans ce texte, s'adresse au lecteur au sujet de la grande Nanon, une vieille femme d'une soixantaine d'années qui travaillait comme bonne dans la maison de Monsieur Grandet depuis qu'elle avait 35 ans, dans le village de Saumur. Le passage est réservé à la vieille bonne, comme bon, le passage est réservé à la vieille bonne pour communiquer à l'énonciateur les traits saillants du personnage, c'est-à-dire les caractères physiques, moraux et vestimentaires. Quels sont ces traits physiques de Nanon, le personnage principal du texte? Pardon? Alors, il est désigné dans le texte comme étant une créature femelle taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de 60 ans, sur ses racines fortes et hanches carrées du dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu, des verrues qui ornaient ce visage martial, un teint de brique, bras nerveux. Et il y a aussi d'autres traits de la vie et Nanon dans le texte. Je ne t'ai pas trop pétalé sur la chose. Haute de 5 pieds 8 pouces. Et puis, la grande Nanon parut gigantesque. Voilà quelques traits physiques de la vieille bonne de Monsieur Grandet. Portrait moral de la bonne. La grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier. Ici, tonnelier désigne Monsieur Grandet. Elle, c'est-à-dire Nanon, défendait comme un chien fidèle le bien de son maître. Elle est pleine d'une confiance aveugle en lui. Elle obéissait sans murmure à ses fantaisies. Cette pauvre fille si avare. Donc cette partie est réservée au côté moral ou à l'aspect moral de la vieille Nanon. La tenue vestimentaire de Nanon, dans ce texte, on n'a pas dit grand-chose sur ce point-là, à part cette phrase qui parlait des vêtements portés par la servante et qui sont qualifiés de haillons. Les haillons, bien les vêtements déchirés, vêtements usés. Ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le tonnelier. Alors, quels sont les moyens mis en œuvre par l'énonciateur dans ce texte pour caractériser ou pour dresser le portrait de la vieille Nanon? D'abord, les adjectifs épithètes, à l'exemple de taille haute. Les adjectifs attributs du sujet, comme la grande Nanon parut gigantesque. Paraître, c'est un verbe d'état, et le verbe d'état, il est toujours suivi par un adjectif attribut du sujet, la grande Nanon. Et puis, parmi les moyens utilisés dans le texte, on peut citer les figures d'analogie comme comparaison et la métaphore. Prenons l'exemple de elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. Elle, c'est Nanon. Elle est qualifiée de quoi? D'une servante, une riche servante de Saumur. Plantée sur 6 pieds comme, voilà, nous avons un moyen de comparaison comme, elle est comparée à quoi? À un chêne de 60 ans sur ses racines, et chêne ici, c'est un nom d'arbre. Métaphore. L'exemple de une créature femelle taillée en Hercule. Donc elle est gigantesque, elle est robuste, elle est rustique, géante comme Hercule. Sauf que dans la phrase, on n'a pas employé le moyen de comparaison, ce qui signifie qu'on a fait recours à une métaphore. Proposition subordonnée relative est aussi un moyen de caractérisation
Prenons l'exemple suivant. Ni les verrues qui ornaient, voilà, nous avons le subordonnant qui, les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc nous avons l'antécédent, nous avons le moyen, le subordonnant, et nous avons le verbe de la seconde proposition. Donc la proposition subordonnée relative est aussi un des moyens de caractérisation. Alors, comment s'organise la description dans ce texte? Eh bien, le portrait de Nanon s'organise d'abord du général au particulier, puis du haut vers le bas. Alors, le texte s'ouvre par donner une image globale, une image d'ensemble sur la taille haute, et puis les détails. Visage martial, puis le teint de brique, puis forte hanche, le dos carré, les mains de charretier, bras nerveux, ainsi de suite. Ce qui veut dire que la description s'organise d'abord du général, de la vue d'ensemble jusqu'au détail, du haut vers le bas. Alors, parallèlement aux détails physiques, l'énonciateur aussi ne tarde pas d'insérer dans son texte quelques aspects comportementaux et aussi vestimentaires. Donc, bien sûr, il a à la fois cité quelques qualités et quelques défauts hein, de Nanon. À l'exemple de, première phrase, une probité vigoureuse. Donc l'énonciateur met l'accent sur la probité, c'est une qualité. Elle défendait comme un chien fidèle. C'est vrai, c'est une comparaison. Mais ici, on met en valeur la qualité de la fidélité de Nanon. Il est fidèle tel un chien, et le chien, c'est un animal emblématique. Bon, il symbolise la fidélité. La grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier. Donc déjà, les larmes, les pleurs de Madame Nanon, de la grande Nanon, c'est un signe de fragilité, de sensibilité, et en même temps, elle est sincère, attachée sincèrement. C'est la quête de l'attachement et de la sincérité ou bien fidélité à son maître. Pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies. Donc ici, dans la quatrième phrase, il est question de la confiance en soi et de l'obéissance à son maître. La dernière phrase, pauvre fils si avare. Là, on met l'accent sur le défaut de l'avarice, de la vieille Nanon. Dans ce texte descriptif, le descripteur indique comment est une personne. J'ai dit, dans le texte descriptif, le descripteur indique comment est une personne, un objet, un paysage, un lieu ou un phénomène, selon une organisation déterminée. La description est aussi un procédé pour mettre en valeur l'élément décrit. Donc on peut mettre en exergue les qualités, comme on peut mettre à nu les défauts de l'objet de description, les défauts ou bien les travers, et cela selon l'intention de l'énonciateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il voudrait dresser un portrait péjoratif ou amélioratif de la personne, du lieu ou c'est pas moi des phénomènes qu'il désire décrire. Alors pour ce faire, l'énonciateur ou bien le descripteur met en œuvre tous les moyens syntaxiques, lexicaux et stylistiques appropriés. Récapitulons. Les moyens de caractérisation, bien, les caractéristiques du texte descriptif sont d'abord le temps de description, à savoir l'imparfait ou bien le présent. Le premier temps de description, c'est l'imparfait, plus les verbes d'état et les verbes de sensation, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. Les adjectifs qualificatifs, que ce soit des attributs ou bien des épithètes, les groupes nominaux prépositionnels, les propositions subordonnées relatives, comme nous avons vu déjà dans les exemples, les figures d'analogie, surtout les métaphores et les comparaisons, plus les champs lexicaux divers.
Voilà, ici prend fin notre séance. J'ai essayé d'être bref et concentré. J'espère que j'ai pu vous donner satisfaction. Euh, je vous donne rendez-vous prochainement, si Dieu le veut. Merci pour votre attention et à bientôt.